La France nous a tout pris. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet complexe, souvent douloureux, qui a marqué l'histoire de la France et de l'Algérie, la période de l'Algérie française, de 1830 à 1962. On va essayer de comprendre ensemble comment tout a commencé. Comment la situation a évolué, et pourquoi elle a laissé des cicatrices si profondes des deux côtés de la Méditerranée. Alors, attachez vos ceintures, on remonte le temps. Tout commence en 1827, avec une histoire assez surprenante, l'affaire de l'Éventail. Le Dey d'Alger, Hussein Dey, est irrité par une vieille dette que la France ne paie pas. Lors d'une discussion tendue avec le consul français, il le frappe avec son chasse-mouche. Pour le roi Charles X, c'est une insulte inacceptable. Cet incident, ajouté à la volonté de restaurer le prestige de la France et de combattre la piraterie en Méditerranée, sert de prétexte. En 1830, un corps expéditionnaire français débarque près d'Alger. La conquête d'Alger est rapide, mais la pacification du reste du pays va être une toute autre histoire. Elle sera longue, violente et s'étalera sur des décennies. Les Français font face à une résistance farouche, menée par des figures emblématiques comme l'émir Abdelkader dans l'Ouest. Il mène une guérilla pendant près de 15 ans avant de se rendre en 1847. Dans d'autres régions, comme en Kabylie, la résistance se poursuit encore plus longtemps. Cette conquête n'est pas une promenade de santé, elle est marquée par des massacres, des enfumades dans des grottes et une politique de la terre brûlée qui laisse des traces terribles. Une fois le territoire plus ou moins soumis, la colonisation s'installe pour de bon. L'Algérie n'est pas considérée comme une colonie classique, mais comme une partie intégrante de la France, divisée en 3 départements. Mais cette intégration est à sens unique. Très vite, des colons européens, qu'on appellera plus tard les Pieds Noirs, arrivent massivement. Ils viennent de France, mais aussi d'Espagne, d'Italie ou de Malte. Ils s'approprient les meilleures terres, souvent celles confisquées aux populations locales, et développent une agriculture tournée vers l'exportation, notamment le vin. Pour les Algériens musulmans, la situation est très différente. Ils sont considérés comme des sujets français et non des citoyens. Ils n'ont pas les mêmes droits politiques, économiques ou sociaux. Ils sont soumis à un régime juridique spécial, le Code de l'indigénat, qui les prive de nombreuses libertés et les expose à des sanctions arbitraires. Accéder à la citoyenneté française est possible, mais très difficile, car cela implique de renoncer à son statut personnel, régi par la loi islamique. Très peu le feront. Pendant ce temps, la société coloniale se construit sur une ségrégation de fait. Deux mondes coexistent mais se mélangent peu. Les villes ont leurs quartiers européens et leurs quartiers indigènes. Les écoles, les hôpitaux, les emplois, tout est séparé. Les Européens détiennent le pouvoir économique et politique. Tandis que la majorité algérienne vit dans des conditions souvent précaires, avec un accès limité à l'éducation et aux soins. Malgré cette domination, des voix commencent à s'élever. Au début du XXe siècle, des mouvements nationalistes algériens émergent. Certains, comme Ferhat Abbas, demandent d'abord l'égalité des droits et l'assimilation. D'autres, comme Messali Hadj, réclament déjà l'indépendance totale. Ces idées se diffusent peu à peu, malgré la répression. La Première et la Seconde Guerre mondiale vont accélérer les choses. Des centaines de milliers de soldats algériens sont mobilisés pour combattre sous le drapeau français. Ils versent leur sang sur les champs de bataille européens et espèrent, en retour, une reconnaissance et plus de droits. Mais les promesses tardent à venir. Le 8 mai 1945, alors que la France fête la victoire sur l'Allemagne nazie, des manifestations nationalistes éclatent à Sétif, Guelma et Kherrata. La répression est d'une brutalité inouïe. Des milliers d'Algériens sont tués. Ce massacre marque une rupture définitive. Pour beaucoup d'Algériens, l'idée d'une indépendance obtenue pacifiquement n'est plus crédible. La lutte armée devient une option inévitable. C'est dans ce contexte que naît le Front de Libération Nationale, le FLN.
Le 1er novembre 1954, jour de la Toussaint Rouge, le FLN lance une série d'attentats à travers l'Algérie. C'est le début de la guerre d'Algérie, même si la France parlera pendant longtemps d'événements ou d'opérations de maintien de l'ordre. Cette guerre va durer près de 8 ans. Elle sera terrible. D'un côté, le FLN et son bras armé, l'ALN, mènent une guérilla faite d'attentats, d'embuscades et d'attaques contre les colons et les musulmans jugés collaborateurs. De l'autre, l'armée française répond avec une force massive, près de 500 000 hommes. Elle utilise des méthodes de contre-insurrection très dures, déplacement de population, quadrillage du territoire et, c'est un point très sombre, l'usage généralisé de la torture pour obtenir des renseignements. La guerre déchire la société algérienne, mais aussi la société française. En métropole, l'opinion publique est divisée. Le conflit provoque une grave crise politique qui mène au retour au pouvoir du général de Gaulle en 1958. Beaucoup, notamment les Pieds Noirs et une partie de l'armée, espèrent qu'il maintiendra l'Algérie française. Mais de Gaulle, pragmatique, comprend que l'indépendance est inéluctable. Il commence à parler d'autodétermination, ce qui est vécu comme une trahison par les partisans de l'Algérie française. Cette volte-face provoque une radicalisation d'une partie de l'armée et des Pieds Noirs. L'organisation de l'armée secrète, l'OAS, est créée. C'est un groupe terroriste qui multiplie les attentats sanglants en Algérie et en France pour tenter de faire échouer le processus d'indépendance. La fin de la guerre est marquée par une violence extrême entre le FLN, l'OAS et l'armée française. Finalement, après de longues et difficiles négociations, les accords d'Évian sont signés le 18 mars 1962. Ils prévoient un cessez-le-feu et l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Le 1er juillet 1962, les Algériens votent massivement pour l'indépendance, qui est proclamée officiellement le 5 juillet. La fin de la guerre est un drame humain. En quelques mois, près d'1 million de Pieds Noirs quittent l'Algérie dans la précipitation, abandonnant tout derrière eux. C'est l'exode. Pour eux, c'est un déracinement terrible. C'est aussi un drame pour les harkis, ces Algériens qui avaient combattu aux côtés de l'armée française. Désarmés et abandonnés par la France, des dizaines de milliers d'entre eux sont massacrés par le nouveau pouvoir algérien. Ceux qui parviennent à rejoindre la France seront souvent parqués dans des camps, dans des conditions indignes. Voilà, 132 ans d'histoire commune et conflictuelle s'achèvent dans le sang et les larmes. L'héritage de cette période est immense et complexe. En France comme en Algérie, les mémoires de cette guerre sont encore vives, souvent contradictoires et douloureuses. Comprendre cette histoire, sans tabou et sans simplification, c'est essentiel pour comprendre le présent des deux pays et les liens, si particuliers, qui les unissent encore aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est un sujet dense, et il y aurait encore beaucoup à dire. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, toujours dans le respect. Si ce format vous plaît, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt.